Les premiers microbes que je veux vous montrer, donc, ce sont les champignons. Les champignons, eh bien, vous pourriez considérer que ce n'est pas des microbes, mais en fait, c'est mal les comprendre. La partie que vous voyez à l'œil nu, qui est très transitoire dans la vie du champignon, c'est un organe reproducteur qui produit des petites cellules, les spores, qui passent dans l'air et qui sont capables, dans les conditions favorables, de germer. Elles germent en donnant un filament microscopique, puisqu'il fait 10 millièmes de millimètre, un filament qui... Donc des filaments qui grandissent, qui se développent en se ramifiant de ramifications qui se ressoudent entre elles et qui établissent finalement lentement un réseau microscopique qu'on appelle le mycélium. Et ce réseau, le mycélium, il a la caractéristique d'être présent dans le sol même quand vous ne le voyez pas, et aussi d'exhaler une odeur. C'est pour ça que certains sols, notamment les sols forestiers, sentent un petit peu le champignon quand vous les sentez, parce que la même molécule se produit quand on casse ces filaments en froissant du sol que quand on épluche des champignons de Paris ou des girolles. Donc, parfois, même si vous ne voyez pas les champignons, vous pouvez les sentir, et l'odeur du sol trahit leur présence. Il y a également dans le sol des bactéries. Alors les bactéries sont beaucoup plus petites que les champignons. Il faut bien comprendre qu'on est un ordre de grandeur en dessous. On est dans l'ordre de grandeur d'un millième de millimètre. Ces bactéries sont solitaires ou en chaînette. Et les bactéries en chaînette, comme ce Streptomyces, comme les actinobactéries en général, ont la caractéristique de produire un composé qu'on appelle la géosmine. On ne sait pas bien à quoi ça leur sert, mais elles en produisent beaucoup. Et la géosmine, c'est l'odeur de terre. C'est-à-dire qu'en fait, de nouveau, une odeur du sol témoigne de la présence de micro-organismes, et le fait que très souvent le sol et l'odeur de terre montrent l'abondance des bactéries. D'ailleurs, cette odeur diluée, lorsque la pluie chasse l'air du sol et la fait passer dans l'air, cette odeur diluée, ça contribue à l'arôme particulier qu'il y a après la pluie. Il y a d'autres microbes encore dans les sols. Il y a notamment des amibes qui sont des grosses cellules. Alors ça peut être un peu plus gros que les filaments de champignons, qui se déforment pour se déplacer et engloutir des proies ou engloutir des aliments. Ici, les petites bactéries filamenteuses que vous voyez donnent l'échelle. Vous avez en fait ici une amibe qui fait presque une centaine de millièmes de millimètre. Les plus grosses d'entre elles sont connues, c'est anecdotique, il n'y en a pas beaucoup, mais on connaît les plus grosses d'entre elles sous le nom de blobs. Vous connaissez les blobs, vous connaissez des amibes anecdotiquement grosses. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui se passe au niveau de la vie microbienne. Maintenant, dans les sols, il y a aussi d'autres choses vivantes. Je vous laisse un instant pour penser à ce qu'il y a d'autres que des microbes et qui seraient vivants dans les sols. Et si vous pensez aux animaux, vous avez juste oublié les racines des plantes. Elles sont bien plus abondantes en quantité que les animaux. Il y a les racines des plantes. La plante est au tiers souterrain. Alors, vous n'avez pas tort, bien sûr, il y a des animaux dans le sol. Vous avez ici, par exemple, un petit colembole. C'est proche des insectes et c'est dépourvu d'ailes. Un pseudoscorpion qui a l'avant d'un scorpion, mais pas l'arrière. Des nématodes qui sont des vers minuscules, parasites des plantes, souvent qui mangent des bactéries. Un acarien, un mille-pattes. Alors là, comme pour les pseudoscorpions, on n'est pas très loin des araignées. Un ver de terre. Alors un vrai ver de terre, les nématodes sont beaucoup plus petits que les vers de terre, ils n'ont rien à voir d'ailleurs évolutivement. Vous avez vu un coléoptère qui s'échappait là. Il y a effectivement un grand nombre de groupes d'animaux, c'est vrai. D'ailleurs au passage, on observe que certains groupes d'animaux qui n'ont jamais pu, tous les ancêtres des animaux sont sortis de l'eau, n'est-ce pas? Un certain nombre de groupes d'animaux qui n'ont jamais pu s'adapter aux conditions desséchantes de la vie sur Terre, ont quand même pu éventuellement sortir de l'eau pour aller sous terre et non pas sur terre. C'est le cas des vers par exemple, mais de nombreux autres groupes d'animaux qu'on ne voit jamais en surface, sauf fugitivement, et qui ne vivent que dans les sols. Néanmoins, tout ceci ne doit pas nous cacher que la réalité du sol, c'est qu'il est microbien, et dans un gramme de sol, vous voyez qu'il y a des millions de bactéries appartenant à des milliers d'espèces, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'amibes. C'est ça la réalité, c'est qu'effectivement il y a sous vos pieds une biodiversité qui est largement supérieure à celle des endroits que souvent vous imaginez lorsque vous pensez à de la biodiversité. Et maintenant, à l'hectare, dans des sols tempérés, le sol d'un hectare, vous voyez que c'est 5 tonnes de microbes, 3 tonnes et demie de bactéries, 1 tonne et demie de champignons, 5 tonnes de racines
et puis 1,5 tonne d'animaux seulement. Mais c'est normal parce que les animaux mangent des microbes ou mangent des racines, donc il ne peut pas y avoir plus de mangeurs que de mangeailles. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, on compte qu'entre le quart et les 2/3 des espèces vivantes vivent dans le sol, le quart et les 2/3 des espèces du monde vivent dans le sol. C'est donc vraiment un haut lieu de biodiversité. Par exemple, en France, vous avez plus de 120 000 espèces de bactéries dans le sol de France. Enfin, on pense qu'il y en a même 10 fois plus. Enfin, on ne sait pas exactement le nombre, mais on sait qu'il y a au moins 120 000 bactéries d'après un recensement national qui avait été fait, qui a été publié dans un atlas par l'INRAE de Dijon et le Muséum. Et en réalité, ça, c'est largement supérieur aux 200 espèces de mammifères, aux 600 espèces d'oiseaux, aux 40 000 espèces d'insectes ou aux 6 000 espèces de plantes, dont on connaît bien le nombre, parce que là, on les connaît à peu près tous. Okay. Alors, il faut voir que non seulement il y a une diversité en nombre d'espèces, mais il y a surtout une masse importante. Vous avez entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante qui est sous terre. Vous voyez que le barycentre de l'écosystème terrestre commence à descendre en dessous du niveau du sol, et comme toute la matière morte se trouve dans le sol, eh bien 60 à 90% de toute la matière organique, que ce soit des cadavres ou des cellules vivantes, ça se trouve dans le sol. Bon. Mais cette biodiversité n'est pas intéressante si on n'y couple pas la diversité des fonctions qu'elle remplit. Qu'est-ce qu'elle fait dans le sol? Eh bien, en fait, elle fait à peu près tout, et vous allez voir, elle fait notamment le sol. Vous savez, par exemple, pour prendre une première fonction de cette vie dans le sol, que lorsque on a du béton, du gravier ou des surfaces où il n'y a pas de sol, on est obligé de ratisser ou de souffler les feuilles. En revanche, elles disparaissent très vite quand il y a du sol. Alors cette disparition est plus ou moins rapide. En forêt, par exemple, les feuilles s'accumulent souvent, mais elles finissent par disparaître. Dans une forêt de 150 ans, il n'y a pas 150 ans de feuilles. Regardez ce rond de sorcière là. Alors, ce rond de sorcière, c'est typique d'un champignon qui dégrade une partie de la matière organique du sol. Vous comprenez que si vous voyez les parties reproductrices, les parties productrices de spores en cercle, c'est que le mycélium en dessous est en cercle, et il n'y a rien de sorcier à ça. C'est simplement qu'une spore est arrivée au milieu, elle a commencé à pousser en toutes directions en consommant une partie de la matière organique morte du sol, et puis au milieu, eh bien, il n'y en a plus, et elle meurt de faim. Donc vous avez une zone de mort par inanition qui grandit au milieu, et une zone de croissance vers l'extérieur, et vous avez ici un champignon qui finit par avoir une forme de cercle. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que donc là où le mycélium est présent, il y a une nutrition active, et il faut bien comprendre pourquoi on se nourrit dans la vie. On se nourrit pour grandir, mais pas seulement. D'ailleurs, vous-même, vous grandissez fort peu, si ce n'est des cheveux et des ongles. On se nourrit aussi pour faire de l'énergie qui sert au fonctionnement de l'organisme. Et ça, c'est la respiration qui permet de faire ça. Quand on respire, on détruit des molécules avec de l'oxygène. C'est comme un feu. Sauf que l'énergie qui est dans un feu s'échappe sous forme de chaleur et de lumière. Dans le cas de votre respiration, eh bien, elle chauffe un peu, oui. C'est ce qui vous chauffe, mais surtout, elle est récupérée par la cellule. Néanmoins, l'image d'un feu a ceci d'exact que la respiration dégage les mêmes choses que le feu. Souvent, on sait bien qu'elle dégage du CO2. Bon. Ce qu'on méconnaît, c'est que souvent les molécules qui sont brûlées ne sont pas des molécules constituées que de carbone, mais ça peut être des acides aminés ou des choses comme ça. Bref, il y a de l'azote, du soufre et du phosphate qui est libéré, et ça, eh bien votre organisme, les cellules le rejettent dans le sang, et vous le rejetez dans l'urine tous les jours. C'est une des raisons majeures pour lesquelles vous urinez. C'est pour évacuer les cendres, en quelque sorte, de ce feu cellulaire qu'est la respiration. Alors le champignon ne fait pas différemment, Il prélève de la matière organique morte du sol, pour tout au moins une fraction de cette matière, et il en fait du mycélium, bien sûr, mais des déchets aussi, du CO2, puis de l'azote et du phosphate, tout comme votre urine, qu'il rejette dans le milieu. Et ça se passe très bien, parce que si vous regardez cette image attentivement, vous verrez que l'herbe pousse mieux là où il y a les champignons. Elle pousse mieux parce que simplement, il y a du phosphate, de l'azote, le soufre n'est pas très limitant, qui sont rejetés par la vie du champignon sous une forme maintenant utilisable par les plantes. D'ailleurs, à la belle saison printanière, vous avez des ronds de sorcières qui sont visibles non pas comme des ronds de champignons, mais comme des cercles d'herbes vertes. Pour terminer, je vous emmène dans les Pouilles, dans des pâtures séculaires où les ronds de sorcières font 30 à 80 mètres de diamètre. À l'échelle où on est, on ne peut pas voir les champignons, n'est-ce pas? Bien sûr, mais on voit très très bien où ils sont par l'effet fertilisant que ça a. Et ça, c'est une chose importante. La décomposition, c'est une des fonctions de la vie du sol qui non seulement fait disparaître les restes qui tombent au sol, mais ça produit
de la fertilité dont se nourrissent les végétaux. Et donc cette matière organique morte qui teinte en noir le sol, elle se décompose lentement. Le bilan de ça, c'est qu'elle devient fertilité. Et d'ailleurs, Pasteur écrivait à ce propos que les microbes avaient un rôle majeur justement pour ce recyclage. Il ne parlait pas de recyclage, mais il disait simplement que sans les microbes qui font ce genre d'activité, l'œuvre de la mort serait incomplète. Parce qu'effectivement, l'azote et le phosphate resteraient entassés dans des cadavres et ne seraient pas remis à la disposition de la croissance des plantes. Il y a aussi dans le sol de la matière minérale. Et vous allez voir que la vie a aussi un rôle dans la destruction de cette matière minérale pour des raisons de fertilité. Regardez par exemple ce qui se passe quand on trempe pendant 6 mois un cristal d'apatite, un minéral riche en phosphore, dans de l'eau. Ma foi, la surface n'est pas très altérée. Je ne dis pas très altérée parce qu'en fait, il se dissout, mais très lentement. La dissolution des roches dans l'eau, c'est quelque chose qui est très très lent. Maintenant, regardons ce qui se passe si, avant de laisser ce cristal s'ennuyer dans l'eau pendant 6 mois, on rajoute quelques gouttes de jus de sol. Alors, quelques gouttes de jus de sol, ça veut dire des milliers, si ce n'est des millions de micro-organismes. Bien, la surface en apparaît complètement grêlée. Et au fond des trous, il y a des microbes. En fait, la dissolution est augmentée parce que, certes, la dissolution, c'est quelque chose qui se passe spontanément avec l'eau qui passe dans les sols, mais quand vous avez des microbes, certains d'entre eux, alors ils sont différents des précédents, ce ne sont pas les mêmes, ils viennent se plaquer sous forme de biofilm, comme on dit, sur la roche. Ils sont retenus par un gel qui retient l'eau et qui augmente donc le temps où il y a de l'eau qui permet la dissolution. Et surtout, ils émettent de l'acidité qui déstabilise la roche. La raison de ça, c'est qu'ils puisent dans les produits de déstabilisation de la roche de quoi vivre. Du calcium, du phosphate, du potassium, du fer, des oligo-éléments. Mais il y a des fuites dans tous les sens. Et donc, cette déstabilisation biologique de la roche, il va beaucoup plus vite que l'altération physico-chimique. Cette déstabilisation produit une fertilité qui peut servir aussi aux plantes et à tout un tas d'autres organismes du sol. Évidemment, la matière minérale et la matière organique subissent le même sort. Le vivant les fait lentement disparaître en donnant de la fertilité. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des trous remplis de gaz dans le sol et ces gaz sont utilisés par tout un tas de micro-organismes ou d'organismes vivants. Par exemple, l'oxygène est utilisé pour la respiration et ressort sous forme de CO2. Et figurez-vous que le CO2, c'est ce qui va permettre de faire de la photosynthèse. Même là, vous avez de l'oxygène qui rentre et qui ressort sous forme de quelque chose d'utilisable par les plantes. Mais ce n'est pas le seul composant de l'atmosphère qui rentre dans les sols. Je vais être très bref là-dessus, bien que Pasteur ait encouragé Eygerink à travailler sur cette histoire-là. Il y a aussi des bactéries qui sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique et de le transformer en azote utilisable, notamment par les plantes et les animaux. Je passe là-dessus, mais c'est ces bactéries qu'on trouve notamment dans les plantes comme les légumineuses, qui sont très riches en azote parce que justement, elles contiennent des bactéries qui vont chercher cet azote dans l'air du sol. Vous voyez que même l'azote du sol, l'azote de l'air, finit sous forme de fertilité, au moins à la mort de ces bactéries. Et d'ailleurs, il y en a même qui vivent en surface du sol. Si vous allez sur le gravillonnage, là, vous verrez ces espèces de gels un peu verts, qu'on appelle des nostocs ou crachats de lune. Alors là, ils sont en surface, donc c'est des bactéries photosynthétiques. Ils forment des gels, mais elles sont aussi capables de fixer l'azote. Vous avez un exemple de ces organismes du sol. Bon, là, il est à la surface du sol. Ceux qui sont dans le sol ne sont bien sûr pas photosynthétiques. Mais si vous allez voir ces gels qu'il y a dehors, vous verrez comment ils fixent. Vous verrez un exemple visible à l'œil nu de bactéries en très gros tas capables de fixer l'azote. Bref, vous voyez que matière organique, matière minérale et atmosphère subissent une lente transformation sous l'effet de la vie qui donne la fertilité du sol. Ce n'est pas fini. Le sol, il est aussi animé par la vie. Il est animé par la vie au sens où il y a des mouvements qui s'y opèrent. Et il faut bien que vous compreniez que c'est important parce que le sol, il pleut dessus en permanence et l'eau passe du haut en bas du sol. D'accord ? Ce passage-là, c'est exactement comme quand vous réutilisez plusieurs fois un sachet de thé. À la fin, il n'y a plus rien dedans. La fertilité que nous avons créée, elle est entraînée par l'eau. Elle descend au fur et à mesure que l'eau de pluie circule dans le sol. Et si on ne fait rien, bientôt, la partie du sol où sont les racines ne contient plus rien. Il y a un risque de lessivage, comme on dit. Il faut donc remonter des choses. Alors là, qui remonte les parties profondes du sol et en enfouissant les parties superficielles? Alors vous pensez aux vers de terre, vous n'avez pas tort. Dans les sols, il y a effectivement un brassage et il est lié aux vers de terre pour deux raisons.
la première est une raison où les vers de terre ne sont pas singuliers. Les taupes, les fourmis, les acariens et même les amibes font ça. C'est qu'en se déplaçant, ils bousculent les particules et ils brouillent un peu leur organisation. Mais ça, ce n'est pas vraiment un mouvement, c'est un mouvement erratique. C'est important, mais les vers de terre sont singuliers, non pas parce qu'ils se déplacent, ça tous les animaux se déplacent, mais parce qu'ils mangent, et par ce qu'ils mangent. Regardez plutôt, ils mangent de la matière organique, on le sait, mais en fait, ce qu'on méconnaît souvent, c'est qu'ils digèrent mal cette matière organique. Par exemple, ils digèrent mal la cellulose et la lignine, et c'est quand même à peu près 85 à 90% de la matière sèche qui tombe au sol. Non, ils digèrent par contre très bien les bactéries et un peu les champignons, donc ils digèrent bien les microbes. Et donc en mangeant de la matière organique morte, eh bien, comme c'est colonisé par des microbes, ils vont surtout digérer les microbes et puis peut-être un peu de cette matière organique. Bien. Alors le problème, c'est qu'il faut bien broyer tout ça, ils n'ont pas de dents et tout comme les poules, ils ont recours à des petites pierres pour broyer ça. Ils ont un gésier et dans ce gésier, ils ingèrent des grains de sable qui vont les aider à broyer les ressources végétales. Mais il faut comprendre que ces ressources végétales, quand vous les broyez, vous faites ressortir toutes les toxines des végétaux. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la plupart des végétaux sont toxiques. D'ailleurs, au passage, si vous avez faim et que vous n'avez pas de ressources animales sous la main, il faut manger de la terre, pas manger des plantes, hein. À moins de les connaître vraiment. Ben oui, la terre, on n'en meurt pas. On peut attraper des maladies. Mais vous mangez les feuilles de 3-4 plantes dans la nature, vous êtes à peu près sûr de tomber malade. Donc, il y a des tas de toxines qui restent dans les feuilles mortes et qui font que, eh bien, quand vous broyez, vous les relâchez et il y a un risque pour l'animal de s'intoxiquer. Ils avalent de grandes quantités d'argile, un peu comme vous avalez de la smectite sous forme de smecta lorsque vous avez des problèmes digestifs, qui absorbent les toxines, en sorte que donc ces toxines restent dans le tube digestif puisqu'elles y sont retenues par l'argile et elles ne peuvent pas rentrer dans l'animal. Mais au total, en mangeant des minéraux qui sont très denses, le ver, par jour d'activité, absorbe 20 fois son poids. Il faut donc absolument, bien sûr, qu'il aille aux toilettes. Et il fait ça en surface, parce que sinon ça bouche le trou. Vous imaginez le transit dans le tube digestif. Et en surface, qu'est-ce qui se passe? Alors, petit 1, j'ai ici un mélange de la matière organique pas digérée, je vous l'avais dit. Une grande partie de la matière organique qu'il mange, il ne la digère pas, c'est noir. Mais j'ai aussi de l'argile, c'est mou. Et quand j'appuie et que j'écrase bien, je sens les grains de sable et de sable. Là, la crotte est un mélange. 2, elle est déposée en surface sur ce qui vient de tomber, donc sur les parties superficielles du sol, notamment les feuilles mortes, qui se trouvent ainsi enfouies. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce qu'enfouies, elles seront dans un sol plus humide où proliféreront les microbes. C'est de la nourriture pour demain. Ainsi, dans les sols à vers de terre, ce que vous appelez le sol, c'est que des crottes empilées. C'est que de la crotte. Et c'est quelque chose qui structure les sols les plus intéressants, mais qui surtout remonte en permanence décomposés, arrachés aux profondeurs, qui finissent desséqués en surface sous forme de turricule. Alors, maintenant, oublions les animaux. Qu'est-ce qui mélange le sol, si ce n'est les animaux? Alors, pendant que vous cherchez, je vous indique qu'il y a des zones d'Amérique du Nord où il n'y a pas de vers de terre, il n'y a jamais eu de vers de terre. Enfin, il n'y en a plus depuis les dernières glaciers. Et puis, il y a des zones chez nous où il n'y a non seulement pas de vers de terre, mais pas d'animaux. C'est tous les sols très acides, comme les hauteurs des Vosges, les hauteurs du Massif central ou les Landes bretonnes. Là, je vous mets au défi de me trouver un animal, dans le sol. Ben, les racines, oui. Vous réalisez que les racines, elles croissent en rentrant dans le sol. Pour rentrer, elles émettent des grandes quantités de mucilage qui lubrifient la pénétration dans le sol. De leur vivant, elles émettent énormément de substances. Si on vous enterre une jambe dans le sol, elle pourrit en une huitaine de jours. Ah oui, il y a plein de microbes, donc il y en a qui peuvent manger à peu près n'importe quoi. Donc un exploit de la plante, c'est d'avoir des racines qui sont permanentes dans le sol, qui ne sont pas si souvent malades. Et pour ça, il faut sécréter de grandes quantités de substances qui sont soit antibiotiques, soit qui attirent des microbes qui vont protéger la racine. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, toutes ces sécrétions font que du vivant de la racine, c'est 20 à 40% des produits de la photosynthèse qui finissent sécrétés en profondeur, enfouis. Cependant que vos racines ne vont pas vivre éternellement. 100% meurent dans l'année chez les plantes annuelles, et chez les plantes pérennes, on compte que 80% des petites racines ne deviennent pas grosses, mais meurent dans l'année.
Et ça, la mort des racines, ça met de la matière organique en profondeur dans le sol à un rythme qui est égal selon les espèces à 1 à 5 fois celui de la chute des feuilles mortes. En fait, la plante perd des parties mortes au moins autant par-dessous, si ce n'est 5 fois plus, que par-dessus. Ouais. Donc tout ça, ça enfouit de la matière organique. C'est énorme comme enfouissement. Cependant que les racines arrachent la fertilité que nous avons décrite et mise en place ensemble, elles l'arrachent au sol profond, ça arrive dans les feuilles, et quand ces feuilles meurent, tout ce qui n'a pas été recyclé dans la plante, voire même tout, quand la plante est annuelle, tout ça arrive en surface du sol, et là, eh bien, les minéraux ont été remontés. Alors évidemment, ça n'appelle pas à l'activité d'un ver de terre, mais c'est aussi quelque chose qui mélange le sol. Mais il y a mieux. Enfin, encore moins puissant, mais encore plus inattendu, quoi d'autre est capable de mélanger le sol que des animaux ou des plantes? L'eau ne mélange pas, au contraire, elle ségrège, elle emmène vers le bas, donc c'est le contraire du mélange, c'est la ségrégation, et c'est mais c'est vrai qu'il y a des mouvements liés à l'eau, ça c'est tout à fait exact. Alors il ne nous reste que les microbes, puisqu'on n'a plus droit aux animaux et aux plantes. Et quels microbes sont assez grands pour pouvoir transporter d'un endroit à l'autre? Alors c'est bizarre de demander quel microbe est assez grand, parce que évidemment ils ne sont pas visibles, ils sont petits, mais le mycélium est capable de transporter. Vous avez vu que ce mycélium a une croissance intrusive et il amène donc à certains endroits des choses qu'il a prélevées à d'autres endroits. Ce n'est pas une vue de l'esprit que les champignons peuvent transporter des ressources dans le sol, parce que les plantes ont fait appel aux champignons pour ça. C'est là-dessus que travaillent mes équipes de recherche, donc à Paris, au Muséum et à Gdańsk en Pologne. Nous travaillons sur ces champignons qui colonisent les racines. 10e pratiquement des choses que vous avez appelées des racines, ce n'est pas des racines. Il y a du champignon dedans, bien qu'elle soit saine. Et c'est en fait une association, ici le champignon se voit très bien parce qu'il est coloré en bleu, qu'on appelle une mycorhize. C'est-à-dire qu'il y a de la racine, rhiza, et du champignon myco. En d'autres termes, ce que vous appelez une racine, c'est aussi du mycélium à l'intérieur. Et ce mycélium est aussi présent à l'extérieur, et l'intérêt de cette association, c'est que ce mycélium va aller chercher de l'eau et des sels minéraux. Vous voyez que finalement, les microbes du sol produisent la fertilité, mais certains d'entre eux vont finalement la convoyer vers la plante, cependant que la plante nourrit le champignon en sucre. Voilà, issu de sa photosynthèse. Cette association-là, elle permet d'augmenter le contact avec le sol, de faire un contact sol-champignon qui est 10 000 fois plus important que le contact sol-racine, pour un coût bien moindre, parce qu'un filament coûte moins cher qu'une racine, un coût 100 fois moindre. Vous l'avez bien entendu, on est sur une efficacité de contact avec le sol accrue d'un facteur 1 million. Oui. Et c'est très important pour des ressources du sol qui sont peu solubles et qui ne se déplacent pas avec l'eau, donc qu'il faut aller chercher au contact, c'est-à-dire le fer et le phosphore dans la plupart des sols. Il y a un petit plus, je parlais tout à l'heure du fait que la racine se défend à la fois elle-même, mais aussi en convoquant des organismes qui la protègent. Figurez-vous que ces champignons ont un effet protecteur sur les racines, parce que, c'est d'un point de vue évolutif, je suis désolé, j'ai pas de diapo là, d'un point de vue évolutif, c'est un peu normal qu'ils protègent la racine, parce que plus ils la protègent, plus ils ont à manger, plus ils font de descendants. D'accord? Et donc ils ont à la fois des effets directs et puis des effets sur le système immunitaire de la plante, des effets qui sont d'ailleurs systémiques, figurez-vous, qui agissent jusque dans les feuilles. Ils ont donc des effets directs par leur présence et des effets sur le système immunitaire de la plante qui améliorent la survie de la plante. Mais ce n'est pas à vous que j'apprendrai, c'est surtout pas à toi que j'apprendrai qu'on a la même chose avec les microbes de notre propre organisme, qui sont à la fois protecteurs par eux-mêmes et par les effets qu'ils ont sur notre système immunitaire. En tout cas, voilà un exemple de ces champignons protecteurs qui s'ajoutent aux protections que la plante met en place elle-même pour éviter que les racines ne pourrissent vite et bien. Bon, vous voyez que finalement, le sol, c'est une chorégraphie. C'est-à-dire ça bouge. Alors, ce n'est pas une chorégraphie rapide, mais ça bouge. Et le sous-produit de ces mouvements, c'est les trous. Le sol, il est rempli de trous. Des trous d'air ou des trous d'eau, mais il est rempli de trous qui sont pleins de fluides. Et ces trous sont le produit de la vie. Déplacement d'un ver de terre, déplacement d'une amibe, filament de champignon qui pousse et qui meurt, racine qui a poussé et qui est mort. Ces trous-là, c'est des trous qui sont très stables. Pourquoi? Parce que, ils sont faits en poussant.
donc l'intrusion d'un animal ou d'une racine, ça pousse. Et deux, il y a des mucilages d'animaux, il y a des restes de racines mortes ou des trucs comme ça qui engluent et poissent ensemble et attachent les morceaux de sol. Donc la voûte ne s'écroule pas. Ça, c'est parce que c'est un trou qui est stable et souvent assez petit. Et ce trou, non seulement il ne va pas s'écrouler, mais en plus, comme il est souvent petit, il peut retenir l'eau par capillarité. Ah oui, parce que les vers de terre, ça fait des gros trous, mais ça, c'est important pour que l'eau circule. C'est pas ça qui retient l'eau. Plutôt les trous de bactéries ou d'amibes qui retiennent l'eau. Ils sont capables de la retenir par capillarité. Maintenant, sortons un instant du sol et voyons comment les fonctions remplies par la vie du sol s'exhalent bien au-delà du sol. Je vais d'abord vous parler du climat. Vous savez que sur Terre, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous serions à moins 50 degrés, donc pas vraiment une Terre habitable, du moins pour nous. Parmi les producteurs de gaz à effet de serre, il y a bien sûr les sols qui, quand ils contiennent de l'oxygène, permettent la respiration de tout un tas d'êtres vivants et le CO2 s'exhale du sol. Bon, mais vous allez me dire, ok, mais il y a quand même des sols où on n'a pas d'oxygène. Alors, ces sols-là, c'est les sols après la pluie ou c'est les sols ennoyés en permanence. Comme il n'y a pas d'oxygène, vous allez me dire, sans oxygène, on ne peut pas respirer. Et ça, c'est une grande naïveté d'organisme qui vit en surface et qui n'a aucune idée de la diversité des respirations possibles. Chez les bactéries, certes, on peut respirer à l'oxygène, mais on peut respirer au fer, on peut respirer au manganèse, on peut respirer au sulfate. Et c'est ce qui se passe notamment dans les gros dépôts d'algues vertes sur le littoral, et le déchet, c'est du H2S. On peut respirer au CO2, et le déchet, c'est du méthane. En fait, vous connaissez bien cette histoire-là, parce que ces bactéries, c'est celles qu'il y a dans les méthaniseurs. Mais il y en a aussi dans les sols où il n'y a pas d'oxygène. Et puis, on peut même respirer au nitrate. Et à ce moment-là, ça donne du protoxyde d'azote, qu'on appelle aussi le gaz hilarant. Mais ce qui n'est pas hilarant, c'est que tous ces gaz sont des gaz à effet de serre, le méthane étant 50 fois plus efficace que le CO2 et le protoxyde d'azote 230 fois plus efficace que le CO2. En d'autres termes, je vous ai cité que ces respirations-là parce qu'elles font des gaz à effet de serre, mais il y en a bien d'autres. Que le sol ait de l'oxygène ou pas, il produit de l'effet de serre et c'est une des choses qui rend la Terre vivable. Maintenant, ce qui est un peu paradoxal, vous allez voir que c'est même paradoxal et que ça montre que l'ignorance tue, qui est peut-être une leçon plus intéressante encore que celle que je vous donne sur les sols. Ce qui est paradoxal, c'est que l'homme a complètement, depuis qu'il est sur Terre, appuyé sur la production de gaz à effet de serre par le sol. Regardez, quand on laboure, une des fonctions du labour, c'est d'aérer. Ça fait rentrer de l'air dans le sol. Eh bien oui, l'air rentre dans le sol et les bactéries qui survivent au labour, vous verrez tout à l'heure que le reste n'y survit pas beaucoup, mais les bactéries qui survivent au labour, elles respirent mieux. Et donc, il y a du CO2 qui sort du sol et il y a beaucoup moins de matière organique dans le sol parce qu'elle est respirée, on y reviendra. L'homme a produit par le labour le tiers du CO2 qu'il a injecté dans l'atmosphère depuis 8000 ans. Les 8000-200 premières années, ça se passe bien parce que ça empêche un refroidissement sous l'effet de facteurs astronomiques qui ont, ces 2 derniers millions d'années, régulièrement produit des glaciations. Donc pendant 8000 ans, on provoque quelque chose qui va permettre l'émergence des civilisations, et en creux, c'est paniquant ce que je vous dis. Une stabilisation climatique. Parce que quand le climat est stable, on peut développer des savoir-faire, les règles du jeu ne changent pas du jour au lendemain. En creux, c'est paniquant quand même pour ce qui nous arrive. Parce que c'est vrai que dans les 200 dernières années, on a commencé à en émettre autant jusqu'en 2005 et jusqu'à actuellement 2 fois plus que ce qu'on avait émis avant. Donc aujourd'hui c'est un emballement, mais historiquement c'était plutôt stabilisant. Et donc le labour contribue à l'effet de serre. C'est pas tout. Quand vous irriguez, bien vous créez des circonstances où le sol va se mettre à faire du méthane ou du protoxyde d'azote. C'est la riziculture inondée, qui a aussi contribué d'ailleurs à stabiliser le climat à partir de 5000 ans avant le présent, où on commence à la pratiquer en Asie. Il y a aussi un cocktail très délétère qui est irrigation plus engrais sous forme de nitrate. Nitrate sur un sol breton ou sur un sol vendéen humide. Ça fait du protoxyde d'azote. D'ailleurs, le protoxyde d'azote, il est produit à 80% par l'agriculture. Ce n'est pas du tout un gaz d'origine industrielle. Et la carte de France de la production de protoxyde d'azote, c'est la carte de France de l'agriculture. Voilà. Si vous ne savez pas où est-ce qu'on fait de l'agriculture en France, allez sur le site JSOL et regardez production de protoxyde d'azote en France et vous verrez les zones agricoles. Si vous êtes bon, vous pouvez même nommer les forêts
qui apparaissent en creux sur la carte agricole. Bon, alors, quand je vous dis que l'ignorance tue, c'est qu'en fait, les sols devraient être une façon de stocker du carbone et de lutter contre le réchauffement climatique. Un peuple imagine que lutter contre le réchauffement climatique, alors il l'imagine vaguement, mais il continue à produire des gaz à effet de serre, n'est-ce pas? C'est de planter des forêts. C'est doublement con, parce que d'abord, on ne plante pas des forêts. On plante des plantations. Les plantations, c'est souvent une seule espèce, tous les arbres ont le même âge, c'est très fragile, peu résilient, peu esthétique. Enfin, admettons qu'on dise planter des forêts. La deuxième chose, c'est qu'une fois que la forêt est plantée, il faut surtout la garder, parce que c'est la forêt le stock de carbone, d'accord? Et même à un moment où la forêt finit de grandir, elle ne stocke plus de nouveau carbone, le carbone déjà stocké, il ne reste stocké que si vous gardez la forêt. Bref, vous imposez à vos enfants, dans le paysage, des montagnes d'ordures. Ce sont vos déchets. Tel arbre, c'est les vacances de Mamie Schtroumpf en Thaïlande, tel arbre, c'est les vacances, c'est les voyages d'affaires de Papy Truc. Et puis il y a un buisson, là, c'est les circulations incessantes de Marc-André Solos pour dire qu'il faut changer le climat. Bref, c'est des choses qu'on ne peut pas enlever. La solution que je vais vous donner, c'est simple. Une fois que vous l'avez faite, les sols se portent mieux et vos enfants en font ce qu'ils veulent. Des fraises, du blé, des pâtures. Je vais vous parler un instant du 4 pour 1000, qui repose sur un calcul tout bête. C'est une initiative française qu'on doit à Stéphane Le Foll et qui est encore une association soutenue par l'État, mollement, qui est une solution. Regardez, si chaque année, sur tous les sols du globe, on augmente la teneur en matière organique des sols de 0,4%, soit 4 pour 1000, eh bien, cette matière organique contient du carbone qui sera respiré, mais lentement. Ça sortira dans 100, 200 ans. On aura le temps d'en remettre d'ici là. Vous compensez les émissions de gaz à effet de serre de l'année. Alors, entendons-nous, on ne peut pas le faire partout. 1, parce qu'on n'a pas assez de matière organique. 2, parce qu'il y a des sols sableux, par exemple, où c'est respiré très vite, donc ça ne marche pas. Et puis 3, de toute façon, c'est une solution non pas pour continuer à émettre, mais plutôt pour repomper ce qu'on a déjà émis. Mais il faut bien voir que ce calcul montre que c'est un levier intéressant. Alors vous allez me dire, comment je vais mettre de la matière organique dans le sol? C'est simple. Déjà, on arrête les conneries. Bon, le labour, on va y revenir, mais surtout, en hiver, qu'est-ce que c'est que ces sols agricoles à 66% bruns? C'est comme si vous avez un appartement en centre-ville à Dole et que vous vous débrouillez pour qu'il soit vide 3 à 4 mois par an. Ça n'a pas de sens. Vous semez des plantes, dont des plantes fixatrices d'azote, des plantes gourmandes qui vont pomper tout le phosphore et toutes les ressources pour éviter que la pluie ne les entraîne. Vous plantez ça, et puis arrivé la saison suivante, vous broyez ça au sol, et entre les racines et les parties aériennes, vous avez rendu 0,1 à 2 tonnes de carbone par hectare et par an. Et si les syndicats agricoles faisaient leur boulot, ils demanderaient des crédits carbone pour ça. Voilà. Alors, à l'hectare, ça ne fait pas énorme, mais ça fait toujours ça pour des économies agricoles qui sont souvent, hélas, au bord de la faillite. C'est ça le monde agricole. Puis si vous avez lu Zola, c'est ça le monde agricole depuis 1887, au moins. Bon, donc il y a un vrai problème, mais là, il y a une vraie solution pour le climat et peut-être pour l'économie agricole. Ensuite, autre chose, vous mettez les engrais plutôt, alors vous éviterez les nitrates, vous les mettez plutôt autant que possible sous forme de déchets animaux. Et vous pensez notamment à l'animal qui en France fait le plus de fumier. Pas la vache. La fois pour pas. Pas le porc. J'ai entendu le perroquet. Non, pas le perroquet. Sans compter ce que vous urinez et ce que vous déféquez, vous produisez 100 kg par an de matière organique, souvent riche en azote et en phosphate, en plus. Alors souvent, les gens me disent « Ah oui, l'humisation ». Là, je viens de refuser d'être le parrain d'une association qui vise à l'humisation, c'est-à-dire qui veut remettre notre corps, bourré de métaux lourds en général, dans les sols, comme engrais. Bon, ok, si vous atteignez 100 kilos, ce sera juste 1 an de ce que vous avez produit toute votre vie. La vraie question, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Voilà, la législation impose des points de collecte, et elle ne dit pas ce qu'on en fait. Et d'ailleurs, on ne sait pas quoi en faire. Du coup, il y a, dans beaucoup d'endroits, comme autour de chez moi à Paris, il n'y a pas de point de collecte de la matière organique. Ok, alors ce que je vous ai dit, c'est que vous avez vu, le sol peut être une solution pour le climat, et une fois que vous avez mis de la matière organique dans le sol, vous faites pousser ce que vous voulez, vos enfants ne sont pas prisonniers de vos gestes, et on n'y pense pas, on pense qu'à planter des arbres. De toute façon, en plus, il va falloir y penser, parce que les arbres, vous avez vu, ils ne fixent plus de carbone à cause du changement climatique, parce qu'ils sont stressés. Deuxième chose, le cycle de l'eau. Alors, il ne nous échappe pas que nous avons des rivières. Bon, qu'est-ce qui se cache derrière le fait qu'on a des rivières et de l'eau potable en permanence dans les écosystèmes terrestres?
c'est que quand il pleut, eh bien, l'eau rentre dans le sol. Elle ne reste pas en surface, elle rentre dans le sol et elle rentre dans les trous qu'on a fait. Et de là, qu'est-ce qui se passe? En particulier, cette eau-là, elle va servir aux plantes à respirer, qui respirent 60 à 80% de l'eau qui tombe, qui repart dans l'air. Et ça, c'est génial parce que ça pleut plus loin. Le long des grands courants d'air, par exemple, ouest-est chez nous, l'eau, elle pleut, elle remonte, elle pleut, elle remonte, et il pleut en plein milieu de l'Europe. Mais il y a aussi une autre partie qui va ruisseler vers les nappes et vers les rivières de façon retardée, le temps d'y arriver. Et ça permet que les rivières ne débordent pas quand il pleut et qu'elles ne soient pas taries quand il pleut plus. Ça fait les rivières, quoi. Et alors c'est intéressant. Bon, évidemment, ça peut s'enrayer quand il pleut vraiment beaucoup, on le voit. Mais ça veut dire aussi que dans les régions où il pleut beaucoup, là je pense au maire de Cannes, qui s'est bien engueulé avec la ministre de l'Environnement, qui a dit que Cannes était trop artificialisé. Lui, il a dit qu'il pleut trop. Je me dis, oui, d'accord, mais dans un coin, il pleut trop, il ne faut pas artificialiser. Après, il y a des endroits où on n'évitera pas les inondations. Mais il y a une façon d'aménager le territoire et de préserver les sols. Parce que sinon, ça merde. Voilà. Alors, là encore, d'ailleurs, on peut dire que l'ignorance tue, parce que d'une certaine façon, il y a des gens qui finissent par se suicider quand ils en sont à la deuxième inondation dans la même année chez eux et qu'ils ont tout perdu. Il y a un suicide, au moins, à déplorer dans les environs de Paris la semaine dernière. Voilà. Alors, mère de famille avec 2 enfants, son économie familiale était précaire. Elle a cassé à la première inondation, à la deuxième inondation. Elle a essayé de tuer ses enfants avant de se tuer elle-même et elle n'a pas réussi à en tuer un. Il est estropié à vie, mais ça fait quand même 2 morts. Vous y êtes? Quand je vous dis que le sol, c'est vous, vous pensez peut-être à la nourriture, hein? Peut-être au climat. Ça peut être pire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Et est-ce qu'au fait, vous avez envisagé déjà 2-3 choses autour du labour qui étaient peu réjouissantes, mais est-ce qu'on fait toujours au mieux? Alors, disons-le, nos anciens, ce n'est pas des cons. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux dans l'état des connaissances qu'ils avaient, mais ça ne marche pas complètement. Le labour en particulier, vous voyez, il a des vertus. Une de ses vertus, c'est de désherber. Hein. Mais s'il tue un organisme qui est un tiers sous terre, qu'est-ce qui va arriver à un organisme qui est complètement sous terre? Qu'est-ce qui arrive aux animaux? Ils sont déchiquetés, sinon ils sèchent en surface ou ils se font manger. Mais en réalité, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est les champignons. Vous imaginez le réseau de filaments tout délicats d'un champignon, le mycélium? Et il n'y a pas photo, hein. Le mycélium, ça va très mal. Il y a, quand on laboure, beaucoup moins d'espèces de champignons que quand on laboure. Ce n'est pas que ces espèces soient éteintes. On les retrouve dans les pâtures, on les retrouve au bord des champs, on les retrouvait sous les haies. Ah, merde. Oui, là, on les retrouve déjà un peu moins hein, parce qu'il y a moins de haies. Mais donc, il n'y a pas d'extinction là derrière sur le territoire français. Mais il y a des champignons qui ne sont plus là. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave. Vous nous avez dit que les bactéries respiraient mieux. Oui, je te crois. On va y revenir tout de suite. Sauf qu'elles ne font pas le même boulot. Par exemple, elles ne dégradent pas la lignine, qui est un composant très important des végétaux en quantité. Par exemple, elles ne font pas de mycorhizes. Alors, par contre, les bactéries qui survivent, elles respirent, puisqu'elles ont de l'oxygène. Regardez la carte de France des teneurs en matière organique des sols. Cette carte, n'est-ce pas, c'est une carte qui vous montre avec la taille des points combien de matière organique dans le sol. Vous voyez les zones agricoles, non? Regardez, bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, la Limagne, plaine de Saône et du Rhône, Languedoc-Roussillon, PACA, plaine du Rhin, sauf les grandes forêts riveraines, bassin parisien, sauf la forêt de Fontainebleau et la forêt de Compiègne. Oui. Ah, la Normandie qui pâture, c'est génial. Parce que quand vous broutez l'herbe, il y a plein de racines qui meurent pour compenser. Puis ça repousse, ça refait des racines, vous rebroutez. Ça, l'élevage extensif pour le climat, peut-être que les vaches ne sont pas bonnes pour le climat, mais elles compensent si elles sont au champ. Évidemment, si elles sont en feedlot et qu'elles sont nourries par des cultures retournées, là, elles ne compensent pas du tout. D'accord. Alors, oui, cette eau qui coule, là, ça va? Rien de choquant? Oui, c'est un peu droit. Ce qui est choquant, c'est la couleur. Normalement, l'eau, c'est pas comme ça. Vous vous souvenez de cette image? Ah oui, l'eau en forêt, c'est translucide. Bien sûr, il y a des trucs qui traînent dans l'eau. Mais ça, c'est de l'eau. C'est l'Yvette, en l'occurrence, pas très loin du plateau de Saclay. C'est de l'eau dans un contexte de labour. Parce que le labour déstructure le sol. Vous avez la matière organique qui retient les morceaux de sol, vous vous souvenez? Et laisse le sol découvert, et le sol, il s'érode.
Et ça, c'est pas normal du tout. Sauf que c'est ce qu'on voit partout. Pourquoi ? Parce que massivement, nos sols s'érodent. Plus de 60% des sols français sont en train de s'éroder parce qu'il n'y a plus de matière organique et parce qu'ils sont nus en hiver. Alors, ça nous raconte ce qui se passe dans les Hauts-de-France. On dit souvent qu'il y a des inondations dans les Hauts-de-France, mais quand vous regardez ce qui coule, c'est de la boue. Pourquoi ? Parce qu'à force de labourer, vous avez compacté le fond du sol, donc l'eau ne rentre plus en profondeur, et ce qui est en surface, il n'y a plus de matière organique, donc c'est du sable, et quand vous mettez de l'eau dessus, ça coule. Diagonale 180 mètres, dénivelé sur la diagonale 80 cm. Au passage, vous voyez l'effet des haies. Ça sert à limiter l'érosion aussi. Alors, on n'a plus de haies et on a des sols qui s'en vont. Et il y a un très beau film qui vous raconte ça, Paysans du ciel à la terre, dans les Hauts-de-France. C'est une vraie catastrophe. Alors, je ne dis pas que les inondations des Hauts-de-France, c'est que ça. Mais ce qui inonde dans les Hauts-de-France, c'est de la boue, c'est les champs qui coulent, littéralement. Et qui ne boivent plus puisque le labour a compacté les couches profondes. Alors, nos anciens n'étaient pas, je vous l'ai dit, débiles. S'ils ont fait ça, c'est que ça désherbait, que ça aérait, que ça rendait poreux le sol, et puis ça remontait la fertilité. Darwin compare le labour à un gigantesque travail de terre, de vers de terre. Mais à long terme, ça perturbe la vie du sol, ça détruit la matière organique, et donc quand ça détruit la matière organique, ça provoque une érosion accrue d'un facteur 10 à 20, donc les sols ne sont pas durables, ils disparaissent, quoi. Et puis, quand ça détruit la matière organique, il y a un petit détail que je ne résiste pas à vous livrer, c'est que justement, du coup, après, on ne peut plus faire des trous. Alors, quand vous labourez, vous faites des trous, mais c'est des trous grossiers qui s'écroulent. Ce qui fait des trous stables, c'est la vie du sol quand il y a la matière organique. Mais vous avez moins de vie et vous avez moins de matière organique. Donc les trous ne sont pas stables, donc la capacité à retenir l'eau diminue. On dit en gros 1% de matière organique, 10 mm d'eau retenue. Bon, mais peu importe. Dans un pays qui aura 40% de pluie estivale en moins en 2080, on veut avoir des bons trous, d'accord ? Et des trous qui tiennent pour retenir l'eau au maximum. Donc, il y a aussi un problème sur l'eau. Alors, on a aujourd'hui des formes d'agriculture non labourées qui existent. Leur défaut, c'est que pour désherber, elles utilisent du glyphosate. Alors, on dit « Ah oui », ben non, elles n'en utilisent pas plus que l'agriculture conventionnelle. Donc, si vous avez un problème avec le glyphosate, allez voir l'agriculture conventionnelle, n'allez pas emmerder ces gens-là. Ces gens-là, comme le labour, c'est pire que le glyphosate, et vous allez voir ce que c'est que le glyphosate, je ne vais pas vous en dire du bien après. Comme le labour, c'est pire que le glyphosate, et bien quand on laboure plus et qu'on utilise du glyphosate, la vie se redresse de 25%, ça fait plein de trous. Comme on laboure plus, la matière organique est moins déstabilisée, regardez, c'est plus noir, donc les trous sont plus stables, et quand il pleut, là où dans ce champ, le tracteur a tout écrabouillé et où l'eau ne rentre plus, ici elle rentre, et Roland avait au début trouvé que Robert, avec son champ tout dégueulasse en hiver, c'était un peu bizarre, mais aujourd'hui on ne peut plus faire cette photo parce que Roland n'est pas un imbécile, c'est un agriculteur. C'est tout le contraire d'un imbécile. Un agriculteur, il a repéré que les années sèches, son voisin avait des bons rendements et lui pas. Donc maintenant, ils sont tous les deux. Et cette agriculture que personne ne connaît, l'agriculture non labourée, dite de conservation, elle se propage alors même qu'il n'y a pas de demande du public. Vous y êtes ? Elle se propage et elle couvre aujourd'hui 4% de la surface agricole utile uniquement par le bouche à oreille et l'exemple. Bon. Alors, vous voyez qu'on peut faire mieux. Même si glyphosate. Alors justement, examinons un petit instant les intrants. Et notamment, on va parler du glyphosate. Vous allez voir que s'il est moins pire que le labour, c'est quand même pas à terme ce qu'on veut. On voudrait d'autres solutions pour l'agriculture encore que le glyphosate. Voilà la réduction de viabilité des vers de terre, des cocons de vers de terre. Sachant que ceux qui sont vivants, de toute façon, ils meurent avec le glyphosate. Mais même les œufs ne sont pas protégés d'une application de glyphosate. Voilà l'effet du glyphosate sur la viabilité des spores des champignons qui forment des mycorhizes. C'est un peu violent et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour l'avenir. Regardez aussi ici ces chiffres. Vous voyez la fréquence des champignons mycorhiziens et pathogènes avec engrais et sans engrais. Alors, il y a tout le temps autant de pathogènes. On se doute que les engrais ne leur font pas grand-chose. Mais les champignons mycorhiziens, quand on met des engrais, il y en a beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que la plante licencie le champignon. Elle n'en a plus besoin. Quand vous mettez les engrais minéraux, la plante peut se nourrir toute seule. Eh bien oui, mais elle est moins protégée face à autant de pathogènes. Donc, il ne faut pas imaginer que les engrais minéraux sont une bonne solution. Ils affaiblissent les défenses de la plante en substituant
à l'Alliance aux champignons une alimentation fournie directement. Quand vous habitez au-dessus d'une pizzeria, vous ne payez pas quelqu'un pour aller vous acheter des pizzas. C'est ça le truc, c'est que quand vous mettez des engrais minéraux, la plante se nourrit toute seule, elle se déconnecte du champignon. Alors certes, d'un point de vue nutritif, ce n'est pas un problème puisque vous amenez des engrais minéraux. Mais bon, sur le long terme, ce n'est pas très bon parce qu'elle est plus protégée. De plus, ces engrais, il faut en mettre beaucoup pour que ça marche parce que leur rentrée dans la plante est moins efficace quand c'est des champignons qui convoient la nourriture. Et donc, il y a des fuites et ces fuites finissent par arriver dans les eaux douces, puis de là, sur les littoraux. Ça explique les marées d'algues vertes. La perspective, c'est d'utiliser au maximum les engrais organiques et notamment les engrais organiques de l'élevage et de l'homme. Parce que là-dedans, il y a du phosphate et de l'azote. Vous devez penser absolument aussi à votre urine qui produit chaque jour 11 grammes d'azote par personne et 0,7 grammes de phosphore, soit un peu plus, presque 8 grammes de phosphate par litre, par jour. Vous y êtes? Et d'ailleurs, historiquement, les fosses d'aisance retournaient dans les champs. Aujourd'hui, vous payez des impôts locaux pour les disperser dans la nature. Ça ne marche pas très bien, ça vous coûte très cher. Pendant ce temps-là, les agriculteurs se ruinent à acheter des engrais minéraux. Ce qu'il faut, c'est n'acheter les engrais minéraux qu'en complément de nos déchets organiques et de nos fosses d'aisance. Alors vous allez me dire, oh là là, collecter l'urine, ça va être dur. Moi, ma rue, on l'a explosé 2 fois pour faire passer la fibre et je ne sais plus trop quoi. On peut très bien avoir une collecte des urines. Il y a même des laboratoires à l'école des ponts et chaussées à Paris qui travaillent là-dessus. Bon, tout ça, l'agriculture, ça ne tue pas les sols. Ça les fait vivoter et ça abîme la diversité. Mais ce qui les tue vraiment, c'est quand ils disparaissent, quand ils cessent de recevoir de l'eau, de recevoir de l'air, de recevoir de la matière organique. C'est l'artificialisation qui, dans notre pays, va galopante. Je suis désolé, les diapos n'ont pas survécu au passage sur l'autre ordinateur. Une artificialisation des âges qui va galopante, puisque en France, vous voyez que c'est 10% de la surface agricole qui a disparu en 50 ans, entre 70 et 2000. C'est l'équivalent de la surface de la région PACA qui a disparu et chaque année, il disparaît la surface qui peut nourrir la ville du Havre pendant 1 an. C'est ça l'artificialisation. Alors, il y a un projet de loi qui est le zéro artificialisation net, qui était un projet qui visait à annuler l'artificialisation en 2050, c'est-à-dire qui visait à dire à nos enfants, tu ne feras pas ce que je ne peux pas cesser de faire immédiatement. Oui, c'était déjà une loi peu ambitieuse. Le Sénat, en 2023, et Michel Barnier, dans sa déclaration de politique générale, où il indique qu'il faut, pour le foncier, il faut de l'espace. Alors là, c'est imparable, hein. C'est le bon sens des familles. Sauf que c'est de l'espace au détriment de la bouffe de nos enfants, de la gestion du climat, de la qualité de l'eau, de la rétention de l'eau et de l'évitement des inondations. C'est vraiment de l'espace pour tuer la génération suivante. Mais en tout cas, donc, la loi zéro artificialisation nette, qui visait à annuler l'artificialisation en 2050 par palier progressif, est aujourd'hui en péril. Nous avons, avec des députés et un collègue qui préside l'Association française d'études des sols, publié une tribune dans Le Monde d'avant-hier pour appeler à comprendre que certes, on a une dette et qu'on a besoin de croissance, ok, mais et on liste les mécanismes et les ordres de grandeur, les problèmes en supprimant le sol sur le cycle de l'eau, la qualité de l'eau, le climat et l'alimentation font qu'on accumule une dette aux enfants qui est aussi une dette en euros. Alors, cette zéro artificialisation nette qu'on a besoin des sols, puisqu'au fond, c'est ce que nous sommes, c'est nos composants, mais c'est aussi la quantité et la qualité de l'eau dont nous disposons, et c'est aussi le climat, c'est-à-dire une solution pour les problèmes climatiques. En fait, on a vraiment un lien intime au sol, et ça infirme complètement l'image culturelle qu'on en a d'un truc dégueulasse sur lequel on met les pieds. Et c'est ce que je voulais vous raconter. Ouais.